parce que l'être humain fabrique des tas de jardins. D'accord. Et vous, alors par rapport aux formes, par rapport à la façon dont ça s'est structuré dans votre travail, vous dépassez ce qu'on voit, le niveau, donc... Si vous voulez, la forme, tenez, je vais vous donner un exemple. Hein. Oui, qu'on comprenne le mécanisme. Bon, alors vous allez voir, je vous donne un exemple. Vous prenez une boule. Hein. Pour nous, les formes, voilà ceci. J'avais posé il y a longtemps ceci, c'est qu'une forme n'est pas forcément dans la structure espace-temps, elle émerge ou elle s'immerge dans cette structure. Elle émerge de la structure et s'immerge dedans. Elle est aussi fondamentale que cette structure espace-temps. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Vous ne m'embêtez pas. C'est un postulat qu'on a vérifié. Et alors, il y a une chose, vous prenez par exemple une boule, une boule de pétanque. Hein. Bon, elle est complètement, dans la structure espace-temps. C'est une masse de métal, une masse d'acier, etc. Mais si vous prenez une perceuse et que vous faites des trous très fins, qui vont jusqu'au centre, 3-4 petits trous, hein, ou des petites tiges qui sortent, qu'on appelle des antitrous, votre boule va prendre une nouvelle propriété, qu'on va appeler l'exte de la boule, pour pas confondre avec extérieur. Hein. Bon, on appelle ça EXT, l'exte. Or, après, ce qui est intéressant, quand vous avez découvert l'exte de cette boule, vous allez chercher s'il n'y a pas d'autres formes qui, dans la nature, seraient comme ça. Vous apercevez que tous les êtres vivants ont ce qu'on appelle un exte. D'accord. Si un être humain ça fait comme une extension. Ah, c'est pas une extension. Si vous voulez, c'est justement là, on arrive à travailler si vous voulez, dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Je vais pas dire beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus riche que la pensée rationnelle. C'est dire qu'on va arriver à travailler avec ce qu'on appelle l'existence sans repère. L'exte existe, mais il n'est pas repérable. Quand vous rentrez chez vous, puis que votre petit chat ou votre petit chien vient vers vous, il a l'amour pour vous, il vous viendrait à aucun moment l'idée de dire l'amour qu'il a, c'est sur la planète Mars ou c'est sur la nébuleuse Andromède parce que c'est pas dans ma cuisine. Non, il n'est pas dans notre univers repérable, il n'est pas ailleurs et pourtant il existe. On dit que c'est lié à une entité qu'on appelle le global, c'est-à-dire l'existence sans repère. Bon, il y a d'autres entités comme ça, je ne vous en parlerai pas, le domaine est trop vaste. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'exte, c'est un concept qui est lié au global. Et, par exemple, vous prenez... alors après, vous allez vous apercevoir que la plupart des êtres vivants ont un ex, et c'est très pratique, par exemple, pour les médecins. Quand ils voient qu'ils ont un client qui rentre dans leur cabinet qui n'a pas d'ex, il faut commencer à se tracasser. Parce que ça peut... Attendez, je ne comprends pas comment ça se détecte. Oui, ça se détecte. Alors, il faut apprendre à la personne à le sentir. Dans ce domaine-là, vous êtes comme... Rien ne se mesure. D'accord. Hein, oui, c'est retrouver l'intuition, la sensation. Vous sentez les choses. À un moment, il faut être sûr de vos sensations. Vous êtes exactement un chef d'orchestre devant votre fabrication cérébrale. Votre fabrication cérébrale sont tous les musiciens que vous dirigez. Hein. Et là, vous êtes le chef d'orchestre et vous devez sentir s'il y a une fausse note. Quand le placé rentre, vous êtes le docteur Intel, il rentre dans votre cabinet, il n'a pas d'ex, immédiatement c'est une fausse note. Donc lui, il faut commencer à lui remettre son ex. Alors là, ça va être des travails avec des formes, etc. On va lui remettre son ex. Il faut que ce soit le sien, parce qu'il ne faut pas que ce soit celui du voisin. Hein. Ils ne sont pas les mêmes. Alors après, vous avez le problème des êtres humains, ou des animaux, ou des plantes, ou des cristaux. Tous les cristaux ont des ex. Hein. Un cristal d'obsidienne, un cristal de quartz ont un ex. Des métaux ont des ex, ils n'en ont pas toujours, etc. Et des formes n'ont pas d'ex. C'est des systèmes de formes considérés comme une nouvelle forme. Le système comme une nouvelle entité peut posséder un ex. Et on travaille justement avec l'exte de ce système de forme, c'est lié au global, et là-dessus, on va le mettre en interaction avec autre chose qui n'a pas d'exte, qui n'est pas repérable, si vous voulez. D'accord. Et si vous voulez, on a des concepts qui permettent de travailler dans un monde, si vous voulez, qui n'est plus repérable, qui n'existe pas ailleurs, et qui a son existence dans le concept d'être lui-même. D'accord. C'est une toute autre philosophie. Et donc l'ex sert d'intermédiaire pour contacter autre chose. Donc si on ne prend pas conscience de cette autre dimension, ça... Ah, c'est pas une dimension, faites attention. Non, parce qu'une dimension, ce sera repérable. Hein. J'ai bien compris les définitions, les mots. Non, parce que ça, vous savez, là-dessus, on est très, très exigeant. Comme je me souviens, quand je faisais des cours à Paris, je me souviens, il y avait un kinésithérapeute qui était là, qui me disait, mais écoute, c'est épouvantable. Parce que quand vous parlez, vous êtes encore plus rigoureux que dans le domaine rationnel. Je dis oui, monsieur, parce que dans le domaine rationnel, si vous commettez une erreur dans les 3 mois, en parlant aux gens dans votre labo qui sont autour de vous, on verra que vous avez commis une erreur. Là, je dis, vous savez, ça peut mettre 15 ans pour s'apercevoir qu'on a commis une erreur, ou même des fois, c'est toute la vie. Hein. Alors, il faut quand même aller assez vite. Hein, une vie humaine est assez courte, on ne peut pas se permettre de sortir trop de bêtises. Voilà. Je vais essayer de faire attention. Comme disait, remarquez, mon directeur de thèse, il disait une chose, il avait toujours une pensée qui était très bien. Vous savez, quand on fait de la recherche d'ultra-pointe, on peut se permettre de se tromper.
Mais quand j'allais dans son bureau pour corriger, c'était ma thèse, il fallait pas que je me sois trompé. Il disait ça comme ça, mais vous savez, fallait pas trop se fier à ce qu'il disait. En compagnie de Jacques Ravatin, qui a écrit différents ouvrages, et notamment Théorie des formes et des champs de cohérence aux éditions du Cosmogone. Et là, nous en étions à l'exte. Alors, j'ai beaucoup de mal à reformuler. Alors l'exte, si vous voulez, je vais vous redonner encore quelques exemples, de façon à ce que vos auditeurs s'en imprègnent un petit peu. Bon, j'espère que tous ceux qui écouteront auront un ex, qui ne seront pas malades. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui a un cancer, très souvent, il n'a pas d'ex. Dans le sida, l'ex disparaît complètement. Dans le cancer, l'ex réapparaît 3-4 jours après la mort. Dans le sida, il ne réapparaît jamais. Le sida est une maladie épouvantable et vous bouffe même après la mort. Parce que l'ex, ce détexte ne disparaît pas après la mort. On peut le détecter. Bon. Enfin, je ne vais pas plus loin dans ce domaine-là, ça nous mènerait trop loin. Oui, parce que là, beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Parce que même quand on parle, alors il y a une partie de nous, je vous le dis avec mes mots, vous fâchez pas. Une partie de nous qui reste après la mort et qui est sur le même plan et qu'on peut recontacter. On pourrait réutiliser l'ex de la personne, mais il y a d'autres concepts aussi qu'on a fabriqués qui existent aussi encore après la mort, mais enfin je ne vous en parle pas, si vous voulez, pour montrer que l'être humain... Mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort, c'est la fuite de tous les repères. Le cerveau disparaît, toute la pensée disparaît. C'est la fuite de tous les repères. Et en réalité, celui qui meurt, il y a deux choses, il y a deux observateurs. Il y a celui qui meurt, il y a celui qui regarde celui qui meurt. Parce que dans ce que l'on développe, la notion d'observateur est fondamentale. Et celui qui meurt, si vous voulez, pour lui, c'est la fuite de tous les repères. Mais ceux qui regardent celui qui meurt, pour eux, vraiment, l'être, il meurt. Celui qui meurt ne meurt pas vraiment. Lui, il vit sa fuite de tous les repères. Et après, c'est une autre histoire, comme aurait dit Kipling. Mais tout ceci est une autre histoire. On ne va pas le développer ce soir. Et ce qu'il y a donc, j'en reviens à l'ex. Et par exemple, pour les personnes qui sont intéressées par ça, on va sortir du problème de la boule dans lequel on a fait des petits trous. Et vous avez des instruments comme par exemple le violon a un ex. Le violon est un instrument qui a un ex. L'alto en a encore un, le violoncelle un peu moins. La clarinette a un ex un peu faible, bon, mais il en a un, puis les autres instruments n'en ont pas. Mais par exemple, quand vous prenez ce qu'on appelle le violon trapézoïdal de Savart qui avait créé un violon de forme trapézoïdale, dont certaines gens disent qu'il sonne bien, en général ça sonne pas bien du tout, mais il n'a pas d'ex. Vous avez une autre forme de violon qui avait été imaginée par Chanot, qui a un ex. Le violon de Sulcan n'a pas d'ex, etc. Je vous donne des exemples, de façon à ce que vous vous rendiez compte que en musique, par exemple, où c'est l'harmonie qui mène, il y a des instruments peuvent être de très bons instruments, non pas forcément un ex. Mais quand on prend le violon, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lui, il a un ex, il y a des états aussi. Parce que, comme on va parler des formes, les formes qui émergent ou qui s'immergent dans la structure espace-temps, c'est qu'à ces formes, il est associé aussi des émissions, que les gens ont appelé ondes de forme, qui ne sont pas des ondes. C'est pour ça qu'on a changé le nom, on appelle ça des F. Je ne vais pas développer ça. Et ce qu'il y a, c'est que ces émissions, et il y a aussi, alors, il y a des états. C'est-à-dire qu'une émission va être dans un certain état. Comme un être vivant qui se marche dans la rue, il est dans un état. Quand il dit il est en bonne santé, c'est un état. Bon. Et ce sont des états qui ne seront pas, qui seront d'ailleurs, malgré qu'on l'emploie dans le langage rationnel, dans la pensée rationnelle, ils ne sont pas dedans, parce que vous ne pourrez jamais comparer quand M. Durance est en bonne santé, s'il est 2 fois plus en bonne santé que M. Dupont. Vous ne pouvez pas comparer, il n'y a aucune échelle de mesure. Et si vous en mettez une, si les gens s'amusent à en mettre une, là, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont déformer le concept d'état. C'est ça qui est terrible. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tant que ça n'est pas adapté dans la pensée qui est adéquate pour cela. C'est très important. D'accord. On n'a pas cette liberté. À ce moment-là, si on le fait, on déforme. C'est ça qui est extrêmement grave. Si un jour quelqu'un s'amuse à vouloir mesurer l'amour que vous avez pour votre petit chat ou votre petit chien, il pourra toujours trouver une unité, faire quelque chose. Mais à ce moment-là, le concept d'amour, si vous voulez, il sera comme tordu. Oui, il sera comme limité ou enfermé, déformé. C'est ce qu'on appelle dans notre langage, parce qu'on va très très loin, un concept fondamental pour nous qui est fondamental, c'est le silence, et ce qu'on appelle la torsion du silence. C'est-à-dire c'est le silence qui est tordu. Vous voyez. Et ça, si vous voulez, alors parce qu'on dans les livres d'ailleurs que vous avez cités, qu'on citera à la fin, si vous voulez, le concept de silence, on montre, il est fondamental. Il est aussi fondamental que le concept de nécessité, que le concept d'errance. Parce qu'un cerveau, si vous voulez, il ne pense pas toujours.
si vous voulez, il pense toujours, mais il est en errance. Il se trouve devant des situations imprévues, et c'est là que l'idée jaillit. Oui. Vous voyez, errance imprévue, errance imprévue. Et dans les appareils que l'on fabrique, on tient compte de ça. On essaie de les faire marcher comme marche un cerveau humain. Errance imprévue, errance imprévue. C'est ça qui permet cette création ou le rôle de l'observateur dans la scène? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que son cerveau erre, il ne sait pas, il erre. Puis à un moment, une situation imprévue où il sait. Et à ce moment-là, il sait une fois qu'il pense, et une deuxième fois, il crée. Il sait à deux stades différents. Oui, deux stades. Puis après, il repart dans l'errance. S'il créait tout le temps, il se pourrait peut-être que la tension soit telle qu'il ne puisse pas tenir, ça se peut. C'est peut-être. Maintenant, l'errance est tellement belle, si vous voulez, c'est là véritablement qu'il y a toute la richesse. Ce qui fait que s'il n'y avait pas cette errance, il se pourrait très bien que les idées soient complètement plates. Vous voyez. Et d'ailleurs, quand vous reprenez le langage des poètes, vous vous rendez bien compte, quand vous lisez une poésie, des grands poètes, vous vous rendez bien compte qu'il y a, dans ce qu'ils vous décrivent, il y a de l'errance, et à un moment, vous accédez à ce qu'ils disent. Il y a de l'errance et vous accédez à ce qu'ils disent. Et quand vous accédez, il y a en plus une exhalaison qui se produit qu'on appelle la beauté, et qui vous prend tout entière. Oui, on dit qu'on est emporté. On est emporté, etc. Il y a des termes imagés qui disent ça. Mais si vous voulez, parce qu'après, il y a les exhalaisons des choses aussi. Ça aussi, vous voyez. Alors c'est tout ce langage-là qui permet d'aller extrêmement loin et qui permet, à un moment, si vous voulez, de construire, mais carrément, toute une autre philosophie et toute une autre science qui apparaît. Qui n'est plus la science du local habituel. Ce sera, on entre dans ce qu'on appelle l'autre champ de cohérence, la pensée rationnelle étant un champ de cohérence, il y en a un autre, il n'y en a pas 36. Et dans cet autre champ de cohérence, si vous voulez, vous avez des tas de possibilités, de concentration, de local possibles, qui ne sont pas le local le repérable dans lequel on est. Il y en a aussi d'autres repérables. Il y a d'autres mondes dans lesquels les anciens ont pénétré. Et certainement, quand ils faisaient leurs grandes expériences dans les pyramides ou les autres monuments, ils avaient accès à ces autres mondes. Et à ce moment-là, si vous voulez, ils avaient des échanges dans lesquels ils se projetaient, et il y avait ce qu'on appelle les phases de l'être. C'est-à-dire quand un être se projette là-dedans, c'est une phase de lui-même qui passe. L'être n'est pas unique dans le champ de cohérence rationnelle, c'est une phase à laquelle on a accès, mais il y a des tas d'autres phases dans l'autre champ de cohérence qui est infiniment plus subtil, infiniment plus riche. Il ne faut pas dire que les choses sont plus vraies. Simplement, les modèles pour aborder sont plus ou moins riches. Comme nous sommes nés pauvres, on a le droit encore d'être libre, encore pendant un certain temps, donc de choisir des modèles riches, les plus riches possibles. Ça, personne ne peut nous l'enlever. C'est ça qui est extrêmement important. C'est la richesse du modèle, vous voyez. Ce n'est pas le fait qu'une chose soit plus vraie ou plus fausse qu'une autre. La notion de vrai, ça existe peut-être à l'échelle de Dieu, ça n'existe pas à l'échelle de l'homme. Dans le champ de cohérence rationnelle, Dieu n'est pas présent. Dans l'autre, il est présent. Il est présent parce qu'il est, si vous voulez, dans l'exhalaison de tous les espoirs de l'être humain. Il est l'exhalaison ultime. Et à ce moment-là, il est, et on peut lui donner toutes les propriétés que l'on veut. Il est créé. Dans le champ de cohérence rationnelle, il n'est pas. Au départ, il est squeezé. Je reprends l'expression anglo-américaine, parce qu'elle rend bien compte, dans le mot squeezé, si vous voulez, on sent une coupure dans la prononciation. On travaille aussi sur la prononciation des mots, sur l'écriture des mots, sur la forme des lettres.